Bonjour à toutes et à tous. Nous débutons cette nouvelle série de capsules vidéo avec un nouveau cours, en réalité déjà le dernier chapitre d'histoire de l'année. Alors on est toujours au 19e siècle, mais après avoir porté notre attention sur la révolution industrielle, on va s'intéresser aux changements dans la société, la culture et la politique. Dans ce cadre, nous allons tout d'abord nous demander comment la question du vote illustre les bouleversements politiques de cette période. Car effectivement, au XIXe siècle, ce n'est pas comme aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas aller voter. On estime qu'il faut être riche et être un homme pour être en mesure de prendre une décision politique. Sur ce dessin, on voit par exemple une scène qui serait totalement improbable de nos jours, deux habitants de Paris cherchant leur nom sur les listes des électeurs qui pourront voter aux prochaines élections. Je vous demande de prendre sous les yeux la page 2 afin de compléter les informations au fur et à mesure. Nous allons étudier 4 étapes importantes de l'évolution du droit de vote qui correspondent aux colonnes. Pour chaque date clé, vous devrez préciser quelles sont les conditions pour voter, quelle proportion de la population vote, pour élire qui, quel est le nom du système de vote et enfin quel est le dirigeant. La première étape de 1815 à 1830. La monarchie est restaurée, on parle de restauration. C'est Louis XVIII qui devient roi de France. C'est le frère de Louis XVI. Puis c'est Charles X qui va lui succéder. Donc vous inscrivez ces deux rois dans la partie dirigeant. Mais cela ne signifie pas un retour en arrière stricto sensu. Il y a eu la Révolution française et l'Empire entre-temps. Le roi va accorder une charte et certains droits aux Français. Donc à partir de 1815, quelles sont les conditions pour voter? Ce que vous voyez dans la partie bleue, donc il faut être un homme, avoir plus de 30 ans et payer un impôt de plus de 300 francs. Cela ne signifie pas qu'il faille payer un impôt pour voter. Cela signifie que seuls ceux qui payent le plus d'impôts, donc ceux qui sont les plus riches, peuvent voter. Par exemple, là vous voyez une carte d'électeur d'un notaire qui paye plus de 300 francs d'impôts. Il peut donc aller voter. Dans ce cas-là, on parle de suffrage censitaire. Donc seuls les hommes qui payent un impôt d'un certain montant ont le droit de voter. Donc vous surlignez en vert. Pour élire qui? Donc pour élire les députés, mais qui ont plus de 40 ans et qui payent eux plus de 1000 francs d'impôts. Donc des personnes qui sont très riches. Quelle proportion de la population vote? Donc sachant qu'il y a 30,5 millions d'habitants et 110 000 électeurs, je vous laisse faire le calcul. Deuxième étape, de 1830 à 1848. C'est le règne de Louis-Philippe, donc dans la même famille que le roi précédent, Charles X. C'est la période que l'on appelle la monarchie de Juillet. Quelles sont les conditions pour voter? Donc il faut toujours être un homme, mais l'âge est abaissé, il faut avoir plus de 26 ans et payer un impôt de 200 francs. Donc l'impôt baisse également, les conditions deviennent donc plus larges. Quelle proportion de la population vote? Donc de nouveau, je vous laisse faire le calcul, donc sachant qu'il y a 33,5 millions d'habitants pour 240 000 électeurs. Donc pour élire qui? Les députés et les conseillers départementaux, d'arrondissement et municipaux. La troisième étape est aussi la plus importante, ça va être celle lors de laquelle il y aura l'abandon du suffrage censitaire. Donc Louis-Napoléon Bonaparte porte le même nom que Napoléon que vous connaissez, c'est en réalité son neveu. Quelles sont les conditions pour voter? Il faut toujours être un homme, avoir plus de 21 ans, mais il n'y a plus de conditions d'impôt. On va parler de suffrage universel masculin. Quelle proportion de la population vote? Donc il y a 36 millions d'habitants pour 9,4 millions d'électeurs, donc nettement plus. Donc, je vous laisse faire le calcul. Donc pour élire qui? Les députés, le président de la République et les conseillers. Quatrième étape, toujours avec Louis-Napoléon Bonaparte, mais qui fait un coup d'État et qui change donc de nom, qui devient Napoléon III, car il s'est emparé de tous les pouvoirs. Donc à partir du début du Second Empire, quelles sont les conditions pour voter? Ce sont les mêmes, donc toujours des hommes qui ont plus de 21 ans, mais sans condition de richesse. Quelle proportion de la population? Je vous laisse faire le calcul. Pour élire qui? Donc les députés et les conseillers, mais plus le président de la République, puisqu'il n'y a plus de président de la République, il y a un empereur. Et quel est le nom de ce système de vote? Donc c'est toujours le suffrage universel masculin. Donc grand B, quels sont les arguments en faveur de cette extension du droit de vote? Afin d'y répondre, je vous demande de lire plusieurs fois les documents 4 et 5 à la page 111.
Une fois que vous aurez bien lu et compris les messages de chaque document, je vous demande de suivre la méthode pas à pas de la page 2. Donc, présente le document avec la méthode ND, donc auteur, nature, date, idée, relève le thème qui est commun aux deux textes, puis résume l'opinion de chaque auteur et les arguments utilisés pour la défendre. Ensuite, vous tournez la page et nous allons regarder un tableau au sujet du suffrage universel. Il a été peint en 1850, donc juste après l'instauration du suffrage universel en 1848. Vous complétez les cases de part et d'autre du tableau au fur et à mesure de l'explication. Donc nous allons débuter dans le premier plan au centre, donc vous voyez Marianne avec le bonnet phrygien, et un homme qui semble un homme du peuple qui pose la main sur une urne du suffrage universel. À gauche, toujours au premier plan, vous voyez le peuple de toutes les catégories sociales qui semble être en marche. Et dans le premier plan à droite, vous voyez le peuple du passé qui semble apeuré par le suffrage universel. Il y a un homme politique, un prêtre et il y a l'armée. Nous allons maintenant regarder le second plan, donc à l'arrière. Donc le second plan à gauche, vous voyez une gare et un chemin de fer. Cela fait clairement référence à la révolution des transports au XIXe siècle. Et dans le deuxième plan à droite, vous voyez des bateaux à vapeur qui fait lui aussi référence à la révolution des transports au XIXe siècle. Donc pour terminer, comment expliquer le titre de l'œuvre ? Alors là, je vous laisse réfléchir et je vous laisse seule pour y répondre. Je vous souhaite une très bonne semaine de travail.